On ne sait pas que c'est un demi-dieu et on ne sait pas qu'on peut être sauvé par cette crucifixion. Alors après que cette crucifixion qui sauve est un peu pas cette mode en art, s'est développé un autre texte qui est parallèle à l'art, qui est le texte de la critique d'art, qui prendra un essor tout particulier avec le modernisme et avec l'abstraction. Il y a aussi une autre forme de texte en art, c'est celui qui a été particulièrement développé par les surréalistes. C'est le texte qui s'intègre à la peinture la question du mensonge, la question de la vérité devient un des sujets du tableau. Ça devient le sujet du tableau, de la peinture. Donc ceci n'est pas une pipe, finalement, puisque c'est une peinture. Avec l'art conceptuel et aussi en partie avec l'apport de théories comme celle dont on a entendu parler ce matin, mais aussi d'autres théories comme celle de l'anglais Austin, avec How to do things with words. Le langage est devenu un objet, est devenu une sculpture, avec ici une pièce de Lawrence Weiner, qui est un des artistes conceptuels les plus connus pour travailler là-dessus, sur l'idée que le langage peut être un objet. Mais depuis, il y a aussi beaucoup d'artistes qui jouent sur le rapport entre ce qu'on voit, donc ce qu'on lit, ce qu'on prononce presque intérieurement, et ce qui est dit. Et dans un troisième temps, ce qui est performé, ce qui se passe dans cette salle, ce qui se passe entre ce qui est écrit et le spectateur. Autre point, j'ai vraiment demandé beaucoup autour de moi s'il y avait eu des artistes qui ont ouvertement représenté ou travaillé sur l'aveu en tant que l'aveu de leur propre mensonge, et je n'ai pas trouvé un seul artiste qui avait travaillé là-dessus. Alors évidemment, il y a un mouvement depuis peut-être les années 60-70 aux États-Unis, surtout avec l'apport des théories féministes et avec le motto The personal is political. Il y a eu tout un mouvement qui s'appelle le confessional art, où des artistes mettent en scène des choses très intimes, des choses qu'on ne dit pas habituellement, mais je n'ai pas trouvé quelqu'un qui parlait de ses propres mensonges. On connaît beaucoup d'artistes qui ont travaillé sur nos mensonges, ceux qu'on partage, beaucoup d'artistes qui dénoncent les mensonges des autres, de la société, enfin les autres mentent, il y en a beaucoup. Alors j'en viens à ma recherche, qui est en fait qu'en France, alors surtout en France, peut-être ça se passe ailleurs, mais je l'ai étudié ici, après avoir passé du temps en Angleterre. En France, depuis quelques années, la volonté d'ouvrir l'art contemporain à un public plus large, plus nombreux surtout, s'est accompagnée de ce qu'on appelle, dans notre jargon, des textes de médiation. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une transcription textuelle de ce que le public est censé comprendre d'une œuvre d'art, ce qu'il est censé parfois ressentir, ce qu'il est censé voir, ce que l'artiste a voulu exprimer, ce qu'il a voulu dire, et surtout, ce qui est très à la mode chez nous, c'est ce qu'il questionne ou qu'il interroge. Alors j'étudie depuis quelques années ces textes de médiation, c'est peut-être par une espèce de crainte du déjà-vu de la crucifixion que je vous ai passé au début, de la crainte qu'on m'explique quelque chose qui n'est pas tout à fait ce qui est représenté, enfin en tout cas qui est, voilà, mais qui n'est peut-être pas tout à fait ça. Donc ces textes que j'ai étudiés sont assez étranges puisqu'ils sont souvent caractérisés, alors pas tous, hein, mais ceux que j'ai étudiés, ils sont ce que les anglo-saxons appelleraient du bullshit, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des syntaxes bancales, parfois la grammaire est incorrecte, les logiques ne tiennent pas vraiment, le propos est flou souvent, et quand on les relit, on n'arrive pas à sortir du sens. C'est pas qu'on n'est pas d'accord ou qu'on c'est trop compliqué ou qu'il nous manque des concepts, c'est que c'est absurde. Les rhétoriques sont bizarres et il y a un certain nombre de questions, et parfois on peut changer le mot question et réponse, c'est interchangeable entre question et réponse. En gros, c'est donc ce que je disais du bullshit, ou c'est n'importe quoi en français. Mais pour moi, ce qui m'a semblé, c'est que ce n'importe quoi ne disait pas vrai. Alors, est-ce que ces textes mentent? Ça, je ne sais pas. Ça, je pourrais pas je peux pas répondre. Mais en tout cas, ce que je peux dire, et j'espère que c'est pas une pathologie. Enfin, vous me direz. J'ai l'impression que ça me ment. Alors, je sais pas si c'est. Voilà, j'espère que je suis pas malade.
Mais en fait, enfin, ce que je cherche, c'est pas à prononcer un jugement moral, c'est-à-dire c'est pas bien qu'on se mette à dire n'importe quoi dans les textes qui parlent de l'art. C'est surtout que ça m'intrigue de savoir ce qui se passe dans ce non-vrai. Qu'est-ce qui se passe dans les confusions sémantiques? Qu'est-ce qui est dit en fait quand le propos est flou? Qu'est-ce qui est dit? Ce qui m'intéresse, c'est ce que ça fait au sens toujours ce que ça performe au sens austinien du terme. Qu'est-ce que ça, dans la pratique, qu'est-ce que ça fait à moi, lecteur ou artiste, ou au public, ou à l'évolution de l'art contemporain, à nous en tant qu'artistes, ou nous en tant que société ou public. Alors je ne sais pas si ce non-vrai est intentionnel. Est-ce que les auteurs mentent ou pas? Je ne sais pas, parce que lorsque j'ai entrepris cette recherche il y a quelques années, j'ai pris un certain nombre de textes que j'ai analysés grammaticalement. J'ai fait une sorte de newsletter que j'ai envoyé à plein de gens qui d'ailleurs ne m'avaient rien demandé. Mais j'ai fait la grosse bêtise de citer ces textes. Et on en a beaucoup voulu. Parce que au lieu de dire dans un pays très lointain, avec des gens qui n'ont jamais existé, et d'inventer des textes qui ressemblaient, j'ai cité des vrais textes et je me suis fait détester. Alors que je pensais que des textes qui avaient le backup d'écoles d'art, d'institutions, de musées nationaux, de critiques d'art officielles, je pensais qu'une discussion pourrait avoir lieu et que ces personnes étaient responsables de leurs paroles, donc de leurs actes. Mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Donc comme ces textes, peut-être que vous avez lu un petit peu là, sont bizarres, ce que je me propose de faire maintenant avec vous, c'est un parallèle avec un certain nombre d'énoncés qui sont hors du monde de l'art, mais qui performent un peu de façon similaire parfois c'est différent. En fait, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ne font pas, ils ne disent pas exactement ce qu'ils disent. Il faut traduire ou il faut interpréter. Donc ce que je vais vous proposer sont des pistes de réflexion, un peu comme des sketchs ou des ouvertures comme ça, de différents types de façons dont ça peut mentir, ou ça peut dire non vrai en faisant autre chose. Alors je commence par les deepities. Alors c'est un mot anglais, c'est Daniel Bennett qui a inventé ce mot, deepity. Pour lui, c'est une... Là, je traduis ce que j'ai trouvé sur Internet par rapport à la présentation de son livre. C'est une proposition qui donne l'impression d'être importante ou l'impression d'être profonde et vraie, mais qui en fait ne l'est que par une certaine forme d'ambiguïté. Alors à la relecture, cette phrase, elle est soit fausse, soit ce serait complètement révolutionnaire si elle était vraie, soit elle est juste triviale. Et il donne l'exemple de « love is just a word ». L'amour n'est qu'un mot. D'un côté, il dit c'est faux, l'amour, ça ne peut pas être qu'un mot. C'est peut-être, alors là je le cite, une émotion, un attachement émotionnel, une histoire de relation personnelle, mais ça ne peut pas être qu'un mot. En plus, quand on veut parler d'un mot, en tant que nom commun, on met des guillemets. Les anglo-saxons le font en l'air. Là. Love is just a word, like cheeseburger is just a word. Et pourtant, on a l'impression que l'auteur là, a voulu dire quelque chose de plus par l'amour n'est qu'un mot. Sauf que non. Non seulement il ne dit pas plus, mais ce qu'il dit, c'est faux. Les cartels. Alors pas ceux de la drogue, mais ceux des plaquettes, alors qui sont d'abord, là on ne les voit pas, mais dans les tableaux, les cartels étaient d'abord intégrés au cadre, et puis aujourd'hui c'est à côté, et ça donne des informations sur l'œuvre. Alors dans l'évangile de Jean, je pense que vous connaissez l'histoire, il est raconté comment Ponce Pilate a fait placer un titulus au-dessus de la croix, où il a écrit en latin, en grec et en hébreu « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Alors les prêtres hébreux qui lui avaient vendu Jésus avec cet argument le supplient de changer la teneur de ce texte. C'est vrai, c'est pour ça qu'ils le condamnent, donc ils ne veulent pas que ce soit écrit directement. Mais Pilate leur répond « Ah non, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Communication politique parfaite, il omet la phrase d'introduction qu'aurait dû dire « Cet homme ment, il n'est pas, quand il dit qu'il est le roi des Juifs ». Il oublie la moitié et il met que roi des Juifs. Donc ce qui est performé là, la scène de théâtre. D'ailleurs, il manque les deux autres personnes à côté. Ce qui est performé, c'est que voilà ce qu'on fait du roi des Juifs. La répétition et le sens. In God we trust. C'est en Dieu que nous croyons, que nous mettons notre confiance. Ça, c'est écrit depuis
un acte du Congrès de 1955 sur les billets de banque et sur les pièces aux États-Unis. Alors des critiques ont avancé l'idée que cette locution signifiait quand même que le gouvernement instituait une religion. Donc il y a eu un procès, mais la Cour suprême a répliqué, et je cite, « Du fait de son extrême répétition, elle a perdu sa signification religieuse. » Donc God sans signification religieuse. Signification de quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le God du lit. Je ne sais pas si c'est le God qui est en référence à gold, puisque la monnaie est basée sur l'or, qui est peut-être un rappel de ce principe de croyance qu'on nomme confiance en économie. C'est un principe en économie. Je ne sais pas. Donc la répétition ferait dissoudre le sens. Va te faire enculer, sale fils de pute, dit un joueur de football à son sélectionneur dans les loges lors d'un match de foot de Coupe du Monde. Va te faire enculer, c'est une forme impérative, un ordre ou un souhait. Vous savez ce que ça veut dire? Fils de pute, ça veut dire un enfant qui est né d'une prostituée. Sale, ça se rajoute un peu partout. C'est un peu comme le neutre au Scrabble, ça va partout. Alors évidemment, les insultes, ça ne dit pas ce que ça dit, mais ça le dit quand même. Alors peut-être vous en rappelez, il n'y a pas eu de débat dans la presse autour du fait qu'on puisse souhaiter qu'un entraîneur de football se fasse pénétrer analement ou pas, mais de qui de l'équipe avait parlé à la presse. Le président Sarkozy était en voyage, il a quand même parlé d'où il était, là. C'est bien après qu'il ait dit « casse-toi pauvre con » à cette personne à la salon de l'agriculture, et il a déclaré « si c'est vrai, c'est inacceptable », je cite. Et il ne voulait pas parler de la maman de Domenech, évidemment, qui d'ailleurs a été très vexée par cette... L'irréputation, je cite. C'est une information totalement fausse qui est en train de faire le tour du web et des réseaux sociaux annonçant que le footballeur Nicolas Anelka aurait été condamné à 40 ans de prison en Inde pour avoir mangé une vache sacrée lors d'un barbecue avec des amis. Je l'ai trouvé sur le site Femme Actuelle, mais sur aussi Hello Cotton et plein d'autres sites. Et l'auteur, qui s'appelle Stéphane Larue, alors là je suppose que ce n'est pas vraiment son nom, mais conclut « Méfiez-vous des apparences ». Parce qu'évidemment, une information donnée par l'AFP, ça peut être une apparence. Alors, en fait, comme on ne peut pas effacer tous les tags avec Anelka, qui est le footballeur d'avant, et condamnation, qui mène non pas à ses insultes, mais à son horrible geste antisémite, à sa quenelle, on lance autre chose, on lance un autre mensonge, et très vite, après, on lance un démenti, et en fait, ça pousse plus bas l'information. Alors ça, il y a 10 ans, on ne pouvait pas parler de pousser plus bas l'information, mais aujourd'hui, voilà. Et ce qui est censé rester dans les mémoires, c'est « mais non, c'est un faux, tu y as cru, n'importe quoi, c'était un faux, il ne s'est jamais fait condamner ». En fait, si, il s'est fait condamner, pas pour la vache, mais pour son geste antisémite. Puis entre-temps, on se moque un peu des Indiens, mais bon, qu'est-ce que ça peut faire? C'est pas notre ex-colonie, et puis... Vraiment être bête pour ne pas savoir que c'est les porcs qu'on ne mange pas les vaches. Sur son site lié au Figaro, l'agence qui s'appelle Even Conseil, une agence donc événementielle, se présente comme l'agence culture, l'agence qui cultive les marques. Okay, c'est un jeu de mots, on rigole, on ne dit pas que c'est un mensonge, on rigole un petit peu. Ensuite, on va sur le premier lien qui est la culture, virgule, un enjeu de communication. Alors un enjeu, c'est ce qu'on met sur la table de poker. C'est ce qu'on peut perdre ou ce qu'on peut gagner. Comment la culture pourrait être ce que les entreprises ont à perdre ou à gagner? Leur enjeu, est-ce que ce n'est pas plutôt leur réputation, leur image de marque, leur défiscalisation, leur rapport avec leurs employés, avec les autorités locales? Est-ce qu'ils confondent là enjeux et outils? Est-ce qu'ils le font exprès, ou est-ce que ces gens ne savent pas la différence entre enjeux et outils? Est-ce que ce quiproquo est une tactique? Est-ce qu'on croit que je vais faire un mélange comme ça dans ma tête entre culture et enjeux de communication? Ou est-ce qu'ils pratiquent cet amalgame par stratégie? En tout cas, j'ai quand même l'impression que ça ne me dit pas vrai. Alors est-ce que ça ment? Je ne sais pas, mais ça ne me dit pas tout à fait vrai. Il y a 2 ans maintenant, le 16 mai 2013, en France,
Et sous la présidence du président qui ne fait rien pour le pays, il a été voté une loi pour éliminer le mot race dans 9 codes et 13 lois. C'est tout ce qu'ils ont pu faire. Alors, depuis le séquençage du génome humain, on sait qu'il n'y a qu'une race humaine. Enfin, pour l'instant, on ne connaît que ça. Et pourtant, on continue à faire des distinctions de races, en particulier dans les cultural studies, même ce qui est publié maintenant. Alors ça, c'est des exemples anglo-saxons, mais on continue à parler de race, même ici, essentiellement associé aux problématiques de classe et d'orientation sexuelle. Alors, je pose la question, de quoi parle-t-on quand on emploie le mot race alors que ça n'existe pas? Comment est-ce qu'on arrive à réfléchir à une notion dont on sait que la définition est fausse? Alors, on pourra peut-être me dire que si les races n'existent pas, le racisme, lui, existe. On ne peut pas nier donc, certaines expériences, mais est-ce que le racisme, ce ne serait pas plutôt simplement que une haine de l'autre, mais aussi la croyance qu'il existe des races? Comme avant, on croyait que la Terre était plate. Et pourtant, on ne continue pas à parler de la platitude de la Terre aujourd'hui. L'auteur Judith Butler, dans son livre Excitable Speech, ou Le pouvoir des mots en français, s'interroge sur la capacité de blesser, de l'invective, de l'insulte, comme on a vu tout à l'heure, mais elle évoque aussi la possibilité de retourner les discours de haine par une répétition qui en déjouerait, qui en déplacerait le pouvoir. Elle parle de ce qui est un peu difficile à traduire en français, c'est l'agency, c'est une capacité d'agir, une capacité de puissance. Alors on connaît l'utilisation qui est faite du mot nigger par le hip-hop américain, par exemple. J'ai d'ailleurs été souvent surprise qu'elle n'ait pas cité Aimé Césaire et la négritude, mais voilà. Bon. Mais ce dont plutôt je voulais parler ici, c'est l'habitude de la communauté afro-américaine, et peut-être plus large, mais c'est comme ça que je la connais, moi, qui est de remplacer good par bad. C'est-à-dire qu'on va dire exactement le contraire de ce qu'on veut dire pour faire passer son message. Alors ça a été introduit par James Brown, enfin ça a été, on en a entendu parler par James Brown, mais aussi repris mondialement par Michael Jackson. Donc il remplace good par bad, et par là il crée une espèce de communauté d'informés. Il y a ceux qui savent ce que ça veut dire quand on dit bad, it's really bad. Et il y a ceux qui ne savent pas, mais et en remplaçant ce good par bad aussi, il fait passer un peu de l'expérience historique de la communauté noire, puisque dire le contraire de ce qu'on veut dire, parler de bad quand on veut parler de good, c'est quand même pas, c'est pas rien, quoi. Je vous passe les 30 dernières secondes du clip de Michael Jackson. Vous verrez, il y a du bad, il y a aussi il y a une espèce de pièce d'art. Il finit par une question. Pose la question à la fin. En 1961, John Kennedy s'adresse aux Berlinois et au monde entier par la presse qui est là, en affirmant « Ich bin ein Berliner ». Benjamin Netanyahou, 40 ans plus tard, reprend la formule qu'on appelle aujourd'hui un meme en anglais, ou un mème, en passant au « nous ». C'est donc juste après le 11 septembre qu'il publie sur son blog personnel « Aujourd'hui, nous sommes tous américains », dans le deuil et dans la volonté de résistance. Alors, nous ne sommes pas tous américains, et je ne pense pas seulement à ceux qui attendent leur green card. J'étais, il y a un peu plus d'un an, à la dernière manifestation de soutien au jeune homme qui était condamné à mort, qui s'appelait Troy Davis. C'était donc la dernière manif, c'était le jour d'avant, et je n'ai pas pu scander avec la foule « Nous sommes tous Troy Davis ». J'ai pensé à lui, à sa maman, je peux pas dire ça. Je me suis demandé pourquoi créer quelque chose de faux. Alors là, on est dans une action politique, hein, on voulait que ça ait une action. Pourquoi créer quelque chose de faux alors qu'on pourrait crier quelque chose de vrai? On aurait pu crier « ne le tuez pas ».
et ça me paraissait pas moins efficace. Mais j'ai pas pu dire que j'étais Troy Davis. Ça, on en avait parlé lors de notre première rencontre en octobre, et entre-temps, il y a eu « Je suis Charlie », qui est devenu un mème, c'est un truc qui s'est reproduit comme ça, comme un virus, enfin un virus. Je suis Charlie, qui a été lancé par un graphiste, évidemment, et qui a très bien fonctionné. Alors aujourd'hui, le débat, il est sur « je suis » ou « je ne suis pas Charlie ». À mon avis, c'est mon hypothèse, je trouve que ça dépolitise un petit peu l'histoire. Comme on n'était pas vraiment tombé d'accord la dernière fois, je vous donne en fait deux exemples imaginaires. Imaginez qu'un acteur aille faire une visite en prison et il est face à des prisonniers et il leur dit « Aujourd'hui, nous sommes tous un peu prisonniers ». Et je comprendrais que certains disent ouais, « Enfin, oui, d'accord, quelque part, nous sommes tous prisonniers, mais nous, quand même, là, on est quand même très prisonniers ». Imaginez aussi quelque chose de peut-être moins politically correct, hein, une réunion de survivants de camps de concentration et quelqu'un qui a passé la guerre à la maison dit « Aujourd'hui, nous sommes tous survivants d'Auschwitz ». Et là, on pourrait dire non, en fait, non. Alors, dans l'Europe médiévale, le jugement par le combat, les épreuves judiciaires ou l'ordalie étaient considérées comme ce qu'on appelle un judicium dei, c'est-à-dire une procédure fondée sur l'idée que le postulat que Dieu aiderait l'innocent en effectuant un miracle pour lui. Selon l'auteur Peter Leeson, il semblerait que cette croyance ait en fait généré une sorte d'équilibre, car les accusés coupables s'attendaient à être condamnés. Et donc refusaient les épreuves, donc se condamnaient eux-mêmes, alors que les accusés innocents étaient prêts à passer les épreuves. Sauf que, comme il semblerait que beaucoup de gens sont passés par les épreuves sans être brûlés, par exemple, ils mettent leurs bras dans de l'eau bouillante pour aller chercher une bague bénie par un évêque, ils mettent leurs mains dans l'eau bouillante et ils ne sont pas brûlés. Donc il semblerait que ce soit les prêtres qui trichaient, qui en fait n'y croyaient pas tout à fait. Tiens, ce sont eux qui mentaient. Et ensuite, lorsque les ordalies sont passées de mode, on a eu recours à ce qu'on appelle la question, c'est-à-dire la torture. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, les avocats ont une façon bien à eux de poser la question. Did you or did you not have sex with Monica Lewinsky? Well, no, but sort of. Enfin, vous connaissez l'histoire. Quand j'étais étudiante à Londres, j'ai eu la chance de suivre une conférence de Peggy Phelan qui avait débuté par une sorte de, je ne sais pas si c'est une blague féministe, en tout cas, elle racontait, voilà, deux filles sont dans un bar, elles sont au comptoir, elles ont un verre, un homme rentre, les aborde, elle leur demande « Are you alone ?» Ce qu'on ne penserait jamais à demander à ces deux hommes. « Are you alone ?» Puis elle avait poursuivi sur l'affaire Monica Lewinsky, parce qu'il y avait une des questions posées au président, c'est « Were you alone with Monica Lewinsky ?» Alors, je sais que tout le monde sait que c'est pas un mensonge, c'est une façon de parler, mais quand même dire « vous êtes seul » pour dire « vous êtes sans mec », c'est pas tout à fait neutre. On reste un peu dans les mêmes histoires. C'est un article que j'ai trouvé dans le New York Times il y a 2 ans. Evan Cart, c'est un coach amour, c'est-à-dire qu'il propose d'aider les gens qui n'arrivent pas à écrire leur profil sur Internet pour rencontrer des gens qui leur conviennent mieux. Alors, une de ses clientes, la journaliste l'a décrit, c'est une femme de 49 ans, évidemment, divorcée, ingénieure, et elle n'arrive pas à trouver de partenaire. Alors Katz lui conseille de se montrer comme elle est vraiment, à travers des histoires vraies. Mais quand Grace raconte comment elle a appris l'humilité en nettoyant les toilettes dans un monastère zen, il la reprend. Ça, non, c'est quand même un peu trop barré. Pour mettre en valeur ce qui est vraiment vous, il est préférable de choisir quelque chose de moyen plutôt qu'excentrique, explique-t-il. Tout le monde prend comme objectif le moyen. C'est pour élargir son marché. Donc l'histoire vraie n'a pas été racontée finalement. Alors vous vous rappelez sûrement en 2002 ce que l'administration Bush annonçait avant son entrée en guerre en Irak.
Je cite Harry Fleischer, 2002, « S'il déclare qu'il n'en a pas, alors nous saurons que Saddam Hussein est encore une fois en train de mentir au monde. He's misleading. Nous savons que le fait est avéré. We know for a fact. Il a des armes de destruction massive. » Et je me souviens très bien avoir pensé à l'époque que même après un démenti, même après un aveu, ces phrases garderaient du pouvoir d'action qu'elles ont eu parce qu'elles ont été prononcées. Parce que ce soit vrai ou faux ne changerait pas tant que ça ce qu'elles avaient performé à ce moment-là, par leur prononciation, par leur diffusion. Et on ne pouvait pas revenir. On a pu pousser, comme on a fait avec l'irréputation, pousser les plus bas, mais on ne peut pas revenir là-dessus. Après notre première rencontre en octobre, dans le métro, Philippe Rochat m'a fait remarquer une publicité. Alors, c'est pas exactement la même, mais c'était pour la même... c'était la même marque. Alors, il y a toute une liste de jeux de mots avec miss, qui est pour mademoiselle, et miss, qui est le préfixe de négation ou d'opposition en anglais. Mais là, quand même, misguided, ça veut dire tromper, abuser, fourvoyer. Je ne sais pas comment je ne sais pas si ça ment, je ne sais pas ce que... Enfin, voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui me dit tromper, abuser, fourvoyer. Après, comme il n'y a pas de phrase, c'est compliqué d'analyser. Là, je vous raconte une histoire un peu personnelle. C'est un ami qui s'appelle Ahmed, qui est né en 60 dans ces bidonvilles là, de Nanterre. Je n'ai pas le temps de vous raconter sa vie, mais c'est l'assistance sociale, ensuite revenu dans la maison, la cam, les arnaques, les braquages, la prison, les overdoses, les amis qui meurent, le sida, etc. Et un jour, il m'a expliqué, il m'a dit « Tu nies. Quoi que tu aies fait, tu nies. Tu dis « C'est pas moi, monsieur. » Même s'il te chope la main dans le sac, si tu as la main dessus, tu nies. Et je lui dis, mais je nie quoi? Et il ne peut pas le prononcer, il ne peut pas me dire. Je répète, mais je nie quoi? Ben, tu l'as niqué, que tu l'as pris. Il ne pouvait pas prononcer cette phrase comme s'il avouait les crimes pour lesquels il n'a pas été condamné, il y en avait un certain nombre. Il n'arrivait pas à prononcer cette phrase, elle n'arrivait pas à la rendre charnelle, quoi, à la prononcer. Chez Marmara, nous pensons que le voyage est un droit, et pas le voyage, donc on a parlé ce matin, le voyage mental. Non, là, c'est le voyage en groupe. Le voyage en groupe est un droit. Vraiment, peut-on se demander, et ça, c'est une façon de parler qui est typique de la pub, qui est typique aussi, malheureusement, maintenant, du discours de l'art. Alors on peut se dire, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent, ou c'est pas très grave, c'est pas catastrophique. En fait, je crois qu'ils n'ont pas tout à fait le droit de dire... on n'a pas tout à fait le droit de faire ce qu'on veut en publicité. Je vous cite la loi. « Est interdite toute publicité comportant sous quelque forme que ce soit des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. » Alors un peu comme en art maintenant, en publicité, on va dénoncer le mensonge des autres pour vendre son propre truc. Je vous fais une petite vidéo. Alors c'est pas un complot, tout le monde sait que ça ment, on dit que les autres mentent, que les autres mentent, on ment, tout le monde le sait en fait. En plus des dénonciations, ce qu'il y a de commun à la publicité et maintenant au discours de l'art, c'est donc ce questionnement. Dans un monde fait de dictats et de conventions, y aurait-il une autre voie? Demande Lancôme.
La vie est belle. La vie est belle, écrivez la vôtre. Quatrième page de publicité. La vie est belle. La vie est belle avec un petit E de prononciation, expression française. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Petit 1, philosophie de vie et de bonheur, ou déclaration universelle à la beauté de la vie. Ça, c'est aussi typique, ça pourrait tout à fait être quelque chose qu'on trouve dans un texte de médiation de l'art, une déclaration universelle à la beauté. Dans le magazine Gala, qui n'est pas un magazine d'art, comme vous savez, Pauline Gallard, là aussi on peut se demander si c'est son vrai nom, Gallard, elle reprend alors le discours typique de la médiation d'art, je cite, « Bien plus qu'un parfum, la vie est belle nous interroge, nous invite à réfléchir sur les valeurs que nous mettons au centre de notre vie, sur nos priorités, sur l'avoir et le paraître, par opposition à l'être. Car dans cette société de l'image, qui sommes-nous au fond? Que voulons-nous » Alors j'imagine que pendant la réaction des créatifs, il y a quand même un stagiaire qui a dit bah, « La vie est belle, c'est aussi un film dont on a parlé tout à l'heure, là, 97, Benigni, qui raconte l'histoire d'un père qui ment à son petit garçon pour que ça passe mieux. » Je ne sais pas s'ils l'ont pris en compte. Alors ce n'est peut-être pas très grave en fait que ces textes de méditation soient du bullshit ou disent n'importe quoi ou disent autre chose que ce qu'ils disent ou me mentent à moi. C'est pas très agréable dans la pratique puisqu'en fait à chaque fois on convoque mon intelligence, on me propose de la pensée, en fait c'en est pas. C'est autre chose, il se passe autre chose, on me dit autre chose. D'un côté, c'est frustrant, c'est comme si on vous appelait toute la journée au téléphone, et quand vous prenez le téléphone, c'est ah non, c'est une erreur. Donc c'est un peu frustrant. Mais d'un autre côté, j'ai quand même l'impression que c'est un symptôme, en fait, parce que sinon, je ne passerai pas du temps à réfléchir à quelque chose que j'ai l'impression d'être un n'importe quoi. C'est un n'importe quoi qui fait quelque chose, qui dit quelque chose d'autre. Si ça ment, entre guillemets, dans ces textes de médiation, si ça ment en art, alors je ne parle pas de la production, je parle des textes qui en parlent, si ça ment là, comme ça ment en publicité, c'est que quelque part, c'est là que s'exerce le pouvoir aujourd'hui, qui est le pouvoir, ce pouvoir qui est celui du mensonge, en tout cas du non-vrai, une espèce de non-vrai auquel on s'habitue, en fait, petit à petit, on s'habitue à force. Voilà. Merci.